Professeur Gilles Pialou, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon à Paris. Nous allons parler de l'évolution de l'épidémie, coronavirus, les mesures à prendre, les vaccins. On va regarder les chiffres pour commencer. Professeur Pialou, 14 595 nouveaux cas positifs ces dernières 24 heures, 3031 patients en réanimation. Alors, les nouveaux cas positifs augmentent, le nombre de patients en réanimation baisse, 296 morts hier contre 380 mardi. L'Allemagne, je donne ce chiffre parce qu'on a tellement cité l'Allemagne en exemple, 590 morts. En Allemagne, l'épidémie flambe. Explication de ces chiffres, Gilles Pialou. Explication, vous avez remarqué qu'on est toujours avec des marqueurs un peu tardifs, on l'a souvent dit. Donc là, on est dans une dynamique où probablement le déconfinement a commencé bien avant que les autorités sanitaires les demandaient, on le voit dans les rues. Je ne vais pas redire que je suis consterné, mais je pense que la discussion sur le... C'est-à-dire que les Français ne sont pas sérieux. C'est ce que vous dites ce matin. Non, c'est pas un jugement, c'est une... Voilà, je pense que c'est un constat. C'est un constat. Donc on est à on est à un tournant, puisque finalement, là, dans cette période, sur les chiffres que vous dites, oui. Il y a eu une augmentation de l'offre de tests, puisqu'il y a les antigénémiques. Et oui, donc c'est normal qu'il y ait plus de cas positifs, puisqu'il y a une augmentation du nombre de tests. Dans les éléments positifs, il y a le fait qu'effectivement, il sort plus de personnes en réanimation qu'il en rentre. Oui. Mais c'est vrai qu'on a un niveau important. Et c'est vrai qu'il y a une inquiétude, il faut être clair, puisque vous allez me poser la question, est-ce qu'on va vers une troisième vague? On peut déjà régler le problème. Tous les éléments convergent pour dire qu'effectivement, on va soit avoir une troisième vague, soit quelque chose qui peut être plus préoccupant, c'est un plateau. C'est-à-dire, enfin en tout cas c'est ce qu'on observe à l'assistance publique, c'est qu'on a effectivement eu cette décroissance très spectaculaire. On l'a vu, mon service par exemple à 28 lits, il y en a la moitié qui sont occupés encore par des patients Covid. La réanimation a bien descendu, on était à autour de 20 malades, on est autour de 10, donc effectivement ça descend, mais ça a arrêté de descendre. C'est-à-dire qu'on commence une petite phase en plateau. Depuis combien de temps là Là, depuis à peu près une semaine. À peu près une semaine. Oui. Nous sommes sur un plateau. Et le plateau, franchement, je pense que ce sera plus compliqué encore qu'une vague. Parce que le plateau, par définition, ça épuise. Il n'y a pas le temps de se relâcher comme on a pu le faire pendant la période estivale, même si on l'a payé un peu cher après. Donc voilà, c'est pas que je ne suis pas oiseau de mauvais augure. Mais la phase en plateau, et puis c'est plutôt l'Atlas, c'est plutôt un haut plateau, quoi. C'est un haut plateau. Bien. Gilles Pialou, je vais revenir. À confirmer, évidemment, comme ça a été dit par les ministres, dans les chiffres qui vont être décisifs dans la semaine qui vient. Oui. Alors, ces chiffres sont contradictoires, tout de même. Hein, on l'a dit, un peu plus de nouveaux cas. Tous les jours, un petit peu plus de nouveaux cas. Peut-être parce qu'il y a plus de tests. Un peu moins de patients en réanimation. Un peu moins de décès. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 15, aujourd'hui, le Premier ministre va annoncer les décisions. Que feriez-vous le 15? Il y a 3 solutions. Lever du confinement, comme prévu, on ne change rien à ce qui était prévu. Jean-Jacques, oui. Les gens sont déjà déconfinés, donc on peut régler ce problème-là. Ah bon, pour vous, on peut régler ce problème-là? Non, mais c'est pas ça, c'est que les gens sont déjà déconfinés, donc ils se sont auto-déconfinés. Enfin, on le voit avec les images. Alors qu'est-ce qu'on fait? La question, elle est sur effectivement sur. Ce qu'on ne sait pas, c'est si la mesure couvre-feu a été plus efficace, qui est possible, que ce confinement light de deuxième mouture. Donc il est possible que le couvre-feu ait eu un effet plus important, ce qui expliquerait ce que vous observez dans les chiffres. Oui. Donc évidemment, je ne vois pas comment on pourrait couper au couvre-feu, et probablement un couvre-feu qui passe par une contrainte horaire plus restreinte. Donc on parle de 20 heures, on parle de couvre-feu à 20 heures, à partir du 15. Ça a un impact sur la sphère privée, et c'est très important. Et puis très important, ce serait une bonne mesure. Surtout, je suis désolé, je ne suis pas pour un univers policier, mais il faut des contrôles. Il faut des contrôles. Et je pense que c'est aussi ce qui va être annoncé. Parce qu'on peut pas faire stop and go comme ça. On épuise l'économie, on n'a pas de projet. Couvre-feu pour le 31, par exemple, c'est indispensable? Non, mais moi, je crois que le 31, il faut l'oublier. Hein. Alors, je sais, on va dire, Pialou, il nous sabre notre fête de fin d'année, mais on est en train juste de discuter de protéger 2021. Moi, je pense que la personne avec qui il faut aller fêter le 31, c'est Margaret Keenan. La première, c'est pas qui est Margaret. Oui, la première vaccinée anglaise. Oui. C'est avec elle qu'il fallait passer le réveillon. Pourquoi? Parce qu'elle est vaccinée. Parce qu'elle est vaccinée. Parce que c'est la première vaccinée en Europe. Je vais une image, mais
Je vais revenir sur la vaccination, Gilles Pialou. Donc vous dites qu'il faut oublier le 31. Noël, recommandation, enfin conseil du Premier ministre, 6 personnes. Ça vous paraît raisonnable? Oui, alors moi, je suis toujours le père Fouettard, c'est que je pense, et je l'applique, c'est compliqué dans les familles, y compris dans les familles de médecins. Comment allez-vous faire, vous, médecins? Moi, je pense que déjà, il faut ne pas faire rentrer dans la cellule familiale les plus fragiles. Il faut aller visiter un par un et ne pas sortir les personnes âgées des EHPAD pour le soir de Noël. Donc pas ce mélange transgénérationnel et ce brassage de régions. Ne pas sortir la jauge des 6. Une personne âgée d'un EHPAD. Non, il fallait le voir en ayant fait une PCR. C'est pas évident. Il lui reste quoi? Il lui reste quoi comme plaisir, comme bonheur, non, comme mais on joie? peut faire. Non, mais j'ai eu ma mère en EHPAD à Nîmes, donc je sais ce que c'est pendant des années, donc je vois exactement. Après, c'est le problème des responsabilités familiales, c'est-à-dire qu'on peut aller voir la personne, mais la mélanger avec des ados qui ont pris les transports en commun, qui ont fait des fêtes avant, etc. Je pense qu'après c'est des décisions individuelles, mais le risque est là. Et j'insiste pour l'utilisation de la PCR, ça a été dit par plusieurs hommes politiques, y compris par le Premier ministre, de faire des tests avant. Alors c'est pas un certificat de non-contagion totale, mais évidemment quand si vous êtes à 6 et que les 6 ont fait une PCR, que dans les 6 il y en a qui ont plus de 65 ans, des facteurs de risque, vous diminuez considérablement, tout en maintenant les mesures barrières autour du dîner de Noël, vous diminuez considérablement le risque. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire. Un Français sur 5, sondage ELAB pour BFM TV, un Français sur 5 ne respectera pas la consigne sanitaire. Un Français sur 5, 25% de la population. Ça vous désole. Je sens que ça vous désole. Non, mais je vous dis, on est dans un entre-deux historique. On est dans un entre-deux historique parce que finalement, collectivement, il faut que nous, les Français, choisissions entre vivre avec, c'est-à-dire vivre avec ce stop and go, vivre avec l'impact sur l'économique, vivre avec les attentes, sans possibilité de dire, oui, en avril, on aura le traitement, etc. Parce que de toute façon, on va y venir. Cette histoire de vaccin ne va pas régler notre problème actuel. Il réglera peut-être le problème fin 2021, on aura peut-être une régulation. Mais donc, de toute façon, il faut gérer ce temps-là. Et gérer ce temps-là, c'est le choix entre courir après la pandémie ou essayer, par tous les moyens, d'augmenter notre niveau de protection et notre niveau d'immunité collective avec le vaccin. Gilles Pialou, cinéma, théâtre, musée, ouvert. C'est catastrophique pour ces métiers-là. C'est catastrophique. Je le sais, moi je soigne des intermittents du spectacle, je soigne des artistes, etc. Et les gens qui ont travaillé 4 ans sur un projet de pièce de théâtre, je comprends que ça soit dramatique. Mais on comprend aussi vous citiez tout à l'heure la situation. Attendez, l'Allemagne est en crise. Les musées doivent rester fermés. Je vois pas comment on peut ouvrir alors qu'on voit bien qu'on est en stagnation et que tout laisse à penser qu'on aura une nouvelle vague. On est sur un point de bascule et je pense que une troisième vague ou un plateau, puis encore un reconfinement, c'est épuisant pour tout le monde. C'est épuisant pour les personnels soignants, c'est épuisant pour l'économie. C'est épuisant pour la société. Tout le monde en a marre du Covid. Sachez que nous aussi, on en a marre du Covid. Nos équipes en ont marre du Covid. Mais on n'a pas ce choix-là. On n'a pas choisi ce virus. Vous vouliez parler de l'Allemagne? Non, mais parce que la situation de la Suisse, vous avez entendu Mme Merkel, la situation de l'Allemagne, la situation de la Suisse, la situation de la Grande-Bretagne. On dit, les Anglais ont commencé les premiers à vacciner, mais les Anglais sont les plus endeuillés d'Europe. Il ne faut pas oublier ça quand même. Ils sont au-delà de 65 000 décès. Donc on n'est pas les seuls dans cette situation-là, mais je pense qu'on est dans les pays qui ont le plus de défiance. Défiance par rapport aux politiques, ça on en a déjà parlé, défiance par rapport aux scientifiques. Aux médecins, aux journalistes, aux défiance, quoi. Pas trop les journalistes. Oui, pas trop. Ouais. Oui, et défiance, évidemment, envers le vaccin. Et je pense qu'il est important il va falloir avoir de la pédagogie. Un mot sur le dépistage. Je vais voir de la famille à Noël, mes parents à Noël. Est-ce que je dois aller faire dépister avant? Moi, je conseille 2 choses. Quelque chose qui est compliqué, je l'ai bien vu dans ma propre famille, c'est une forme d'autoconfinement, entre guillemets, dans la semaine qui précède les fêtes. C'est vraiment pas le moment de stocker du lien social. Si je vais passer Noël le 25, la semaine je vous déconseille qui précède, de faire un dîner entre le 17 et le 25, je reste chez moi tranquille. Voilà, ça c'est déjà un niveau de protection, avec tout ce que ça concerne de distanciation. Ça, c'est une façon de se protéger. Et moi, je dis, mais voilà, même si c'est pas scellé dans le marbre, de faire une technique PCR, c'est mieux qu'un antigène. Mais bon, si on n'a pas de PCR, et d'avoir le résultat, évidemment, avant de partir, et de faire cette PCR
qui ne rassure pas à 100%, mais qui diminue le risque que vous arriviez contaminant dans la réunion de famille. Gilles Pialot, vous vaccinez beaucoup. Enfin, vous vacciniez beaucoup, puisque vous êtes, je le rappelle, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon à Paris. Oui, on a un centre de vaccination international qui est évidemment un peu au repos, où on fait de la vaccination contre le méningocoque, contre la fièvre jaune. Évidemment, c'est un peu en stand-by. D'ailleurs, ces centres, je crois que ça a été dit tout à l'heure par mon ami Rapp, pourraient être utilisés pour vacciner, en plus de la médecine de ville, pour vacciner contre le Covid. 52% des Français refusent de se faire vacciner. 52%. Les vaccins, quelles sont les inquiétudes des Français? Les vaccins ont été élaborés en pleine pandémie. On est dans l'excès de précipitation, dans l'emballement. C'est ce qu'affirme le professeur Eric Combe de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Vous partagez son avis? Alors, je crois que de temps en temps, Eric Combe a des extrasystoles et qu'il faut, je ne vais pas répondre là, je le connais depuis 30 ans. On va pas encore... On en a le même groupe hospitalier, je pense que tout le monde doit un peu pousser dans le même sens. Comment dirais-je, le fait de se poser des questions, le scepticisme n'est pas un défaut. Après, il faut l'argumenter. Et quand on dit, je parle pas spécifiquement d'Eric Combe, mais quand on dit deux choses. Un, on n'a pas de documents. On n'a pas d'informations, c'est pas publié. C'est totalement faux, il faut aller les chercher. Je les ai amenés, les documents. Le document, ça, c'est pas un press release. C'est le dossier d'enregistrement de la FDA, quand on connaît de l'autorité sanitaire américaine du vaccin Pfizer. C'est 93 pages. Il y a tout dedans. Il y a tout, la tolérance, l'âge des gens, les complications locales, tout ce qu'il y a, il y a les grossesses, il y a eu tout là-dedans. Tout est écrit là-dedans. C'est plus qu'une publication. Quand on dit il n'y a pas de publication, l'essai AstraZeneca, il est publié. Il est publié, donc on a les résultats, on peut il est publié par The Lancet. Et Moderna, effectivement, pour l'instant, on a moins d'informations. Mais ils ont commencé à donner des données sur la durée de la réponse immunitaire. Donc, il y a des données, et vous imaginez pas une seconde que dans le contexte actuel, des autorités comme l'Agence européenne, comme l'HAS en France, comme la FDA aux États-Unis, n'ont pas tous les documents pour prendre des décisions rapides. Et une deuxième point, puisque vous avez parlé de ça, et c'est aussi une fake news, de dire tout a été accéléré. Mais là, bien sûr qu'il y a eu un processus d'enregistrement qui est allé plus vite, mais aucune étape n'a été grillée. Là-dedans, vous avez les phases 1, les phases 2, les phases 3, comme tout vaccin. Laissez-moi juste finir sur ça. Et ce qui a permis d'aller vite, et c'est ça que les gens doivent comprendre, c'est la pandémie. Parce que quand vous faites un essai aux États-Unis, compte tenu de ce qui se passe aux États-Unis, c'est très facile d'avoir les résultats de 38 000 personnes en un temps record. Et c'est ce qui est le cas du vaccin Pfizer-BioNTech. C'est surtout la pandémie qui a permis d'aller vite. Que les choses soient très claires, parce qu'on dit tellement de choses, vous n'avez aucun lien avec Pfizer, BioNTech... Alors, j'ai jamais travaillé avec Pfizer, de toute façon, je vous tranquillise, il y a déjà 10 000 personnes qui sont en train de vérifier, et Moderna, je savais même pas que ça existait, c'est par la presse que j'ai appris, mais par contre, j'ai vu qu'ils avaient un pipeline, c'est-à-dire un nombre de molécules derrière. On est à un moment d'une révolution historique de la santé, il faut comprendre. Alors, ça passera ou ça ne passera pas. C'est ce qui fait peur aussi, c'est ce qui fait peur. Ça va toucher le Covid, mais ils ont un programme vaccinal et thérapeutique hallucinant avec ces ARN messager. Alors j'ai quand même quelques questions, puisque vous dites qu'il ne nous manque pas de données. Non, les données... Il nous manque du recul. Il nous manque encore, oui, il nous manque du recul. Bon, on ne sait pas quelle est la durée de protection d'un vaccin. On ne sait pas. Ça a été très bien expliqué par Odile Launay sur à cette place. Lundi matin, bien sûr, elle était très très claire. On ne sait pas si le vaccin protège contre l'infection. Alors ça, c'est un entre-deux qui est compliqué à gérer, parce qu'effectivement, on ne sait pas si c'est... Et c'est un paradoxe d'ailleurs, parce que on sait, en tout cas, on a suffisamment de données pour dire que ça protège de la maladie, et ça protège des formes graves, ce qui est quand même pas rien. C'est vraiment la problématique du Covid, et avec ça, les Français n'en veulent pas. Alors qu'on aurait pu avoir un vaccin qui, par exemple, serait altruiste et ne protégerait quasiment que de la transmission. Pour l'instant, on n'a pas ces données. On a des données assez favorables sur les modèles animaux, mais chez les hommes, on ne sait pas si ça va suffire à circonscrire le virus. C'est une première étape. C'est une première étape. On ne sait pas si le vaccin, si je suis vacciné, on ne sait pas si je ne transmettrai pas le virus. C'est-à-dire que je me fais vacciner, je peux peut-être transmettre le virus. Alors effectivement, pour l'instant, il y a un doute là-dessus. Probablement avec les modèles animaux, on sait que ça diminue la quantité de virus, ça diminue l'inoculum. Donc effectivement, on a plutôt des arguments, mais pour l'instant, il faut attendre les données
et en population. Est-ce que suffisamment de personnes âgées ont été testées par les premiers vaccins? Ça dépend des candidats vaccins. Effectivement, comme vous le savez, y compris en France, AstraZeneca va faire des études qui vont être pilotées d'ailleurs par les équipes françaises sur des personnes les plus âgées. Mais là, dans le dossier d'enregistrement de FDA, ça va de 16 ans à 89 ans. Hein. À 89 ans. Vous vaccineriez? Vous allez vacciner contre le Covid, vous? Je vais me vacciner. Et vous, deuxièmement, vacciner. Votre famille, vos enfants, sans problème? Alors les enfants, c'est une autre question, parce que effectivement, mais là c'est pareil, il faut voir les données et il faut voir le rapport bénéfice-risque. Donc ça dépend de l'âge des enfants. Après, c'est des discussions qui vont avoir lieu. Je pense que les sociétés de pédiatrie vont s'exprimer. Pour l'instant, on est dans la vaccination de l'adulte, c'est déjà pas mal. Mais oui. Alors, il y a un truc, franchement, qui me choque. Je vous le dis, puisqu'on en parle des soignants. Allez-y. C'est qu'il faut expliquer, il faut augmenter le niveau de transparence. Là, s'il vous plaît, les ministres, l'autorité de santé, augmenter le niveau de transparence et de transparence en temps réel. Je prends un exemple de quelque chose qui n'est pas transparent. Pourquoi en France, on n'a pas mis les soignants en première ligne de vaccination? Pourquoi? Si c'est un problème de dose, il faut dire on n'a pas assez de doses, donc on remet les soignants en deuxième ligne. Mais comment vous pouvez être didactique, même si c'est comme la grippe et qu'on arrive à des taux de vaccination qui sont de 30 ou 40% chez les personnels infirmiers, c'est en dessous de ça d'ailleurs pour la grippe, on monte un peu cette année, mais ça a une valeur... vous demandez quoi? Vous demandez à ce que, en première ligne, soient informés et soient chargés de la vaccination des infirmiers, les pharmaciens, les médecins généralistes évidemment, au cœur du système. Mais vous, si vous faites vacciner contre le Covid, la première chose que vous allez poser comme question à la blouse blanche qui est là, et vous, est-ce que vous êtes vacciné? On le voit bien sur la vaccination. Donc vous dites qu'il faut absolument vacciner tous les ou alors expliquer pourquoi on ne le fait pas. Et dire, les soignants... Vous demandez à ce que le personnel soignant soit prioritaire. Parce que pour l'instant, c'est que les soignants des EHPAD qui ont des facteurs de risque. C'est quand même assez limitatif. Mais probablement qu'effectivement, en première ligne, il n'y a pas assez de doses. Bien. Il faut que ça soit transparent. Est-ce que certains vaccins sont mieux adaptés à certains malades? On ne le sait pas encore. C'est pas des malades, certaines personnes. Oui, pardon, malades, à certaines personnes. Oui. On ne sait pas ça. On ne sait pas, ça dépend de la réponse. Ce qui sera très important, c'est la durée de la réponse immunitaire. Et comme vous l'avez dit, la qualité de la réponse immunitaire et sa durée chez les personnes qui sont les plus âgées et les plus à risque. Et c'est là où on va pouvoir... Mais vous savez, il y a une possibilité aussi que tout ça va être dynamique. C'est-à-dire qu'il y a des vaccins qui vont sortir, une première vague de vaccins qui va permettre probablement d'abaisser la pression de circulation du virus, et d'autres derrière qui vont peut-être booster cette réponse. Donc on est vraiment dans une révolution, et il faut que les gens le vivent comme ça, d'une révolution qui va dépasser le problème du Covid. Professeur Gilles Pialou, je voudrais quelques mots sur les autres virus de saison qu'on ne voit pas cette année. Il n'y a pratiquement pas de grippe, il n'y a pratiquement pas de gastro-entérite, il n'y a pratiquement pas de bronchiolite. Quelques rhumes, oui, des rhumes, mais c'est tout. Pourquoi? Mais ça, c'est un effet, effectivement, on en discutait avec les pédiatres, c'est un effet de d'autres groupes hospitaliers, c'est un effet incroyable. Il faut de temps en temps faire en sorte que les bonnes nouvelles soient bien véhiculées. C'est l'année la plus basse sur les bronchiolites, sont quand même des maladies qui emmènent des enfants de 2 ans en réanimation, donc il faut quand même rappeler ça. Les signalements de rougeole chez les non-vaccinés, ça n'a jamais été aussi bas. Vous l'avez dit sur les gastro-entérites, un peu moins. Une grippe qui est en dessous de ce qu'elle était en 2019-2020. Et évidemment, et là où c'est extraordinaire, c'est les bronchiolites, parce que les bronchiolites, c'est par définition des tout petits. Donc on leur met pas de masque, on leur met pas de solution hydroalcoolique. Ça veut dire que le corps adulte, enfin les adultes, protègent les enfants dans cette histoire. Ça va faire parce qu'eux-mêmes sont protégés, les adultes protègent les enfants. Ça va faire beaucoup réfléchir à l'hiver 2021, et peut-être que... Alors, on va dire, chaque fois, il nous prévient des trucs, mais moi, je pense que les mesures barrières, il va falloir en garder quelque chose, parce que ça a un effet... Ça veut dire quoi? Garder un masque toute l'année 2021? J'en sais rien, je ne sais pas, j'ai pas dit toute l'année 2021, là, je vous parlais de l'hiver 2021. Au moins jusqu'à l'été. Mais je veux dire, si on a un niveau de protection sur ces maladies qui, quand même, dont certaines tuent, la rougeole tue en France, les bronchiolites aussi, donc je pense que ça sera à réfléchir, et il n'y a pas que le masque, il y a aussi le lavage de mains, il y a la distanciation sociale. Tout ça, ça a un impact positif, et il faut aussi prendre ces bonnes nouvelles pour ce qu'elles sont. Merci Gilles Pialou d'être venu nous voir ce matin. C'était toujours passionnant, comme d'habitude. Il est 8h53. Vous êtes sur RMC et BFM TV.